J'étais sûr d'avoir le DVD de Memento. Je l'avais acheté à l'époque à la Fnac. Mais j'ai oublié et je l'ai mis. Vous savez, j'ai cette condition. Bah voilà, écoutez, c'est tout pour cette critique de Memento. J'espère qu'elle vous aura plu, intéressé. Bon, bah, évidemment, il y avait des spoilers, hein, pour ceux qui n'avaient pas vu le film. Bah, c'est important de savoir que c'est un film à découvrir avant d'en entendre parler vraiment Memento. En tout cas, si cette critique vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à cette chaîne et toutes les choses qu'on dit habituellement. Je vous invite évidemment à regarder les autres vidéos que je vais faire sur Christopher Nolan jusqu'à la sortie de Tenet, parce que voilà, je suis lancé, je vais essayer de faire tous les films, si le temps me le permet. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très vite, et d'ici la prochaine, bonne toile! Évidemment que j'ai écouté le podcast de Capture Mag. Je vous ai déjà parlé de Christopher Nolan ? J'avoue que j'ai été surpris de constater à quel point ce film avait pu prendre un coup de vieux quand même. Il n'a pas pris un coup de vieux particulièrement dans l'esthétique, parce que sa mise en scène est tellement pas audacieuse, je veux dire c'est une mise en scène qui est vraiment très académique, où il n'y a rien qui dénote, il y a beaucoup d'inserts, hein, c'est quelque chose que j'ai pas mentionné dans Following, mais qui était déjà très présent. Nolan aime beaucoup les inserts, et en fait c'est tout un lien avec cet aspect vérité. C'est vrai qu'il y a un rapport à l'insert qui est une information à laquelle on est supposé pouvoir croire en fait, parce que il explique très bien aussi dans le Capture Mag, dans le podcast Rafik Djoumi, mais moi je suis un peu d'accord avec lui, où il dit qu'en effet les dialogues venant d'un personnage, vu qu'on a vu Doctor House et qu'on sait que tout le monde ment, donc on a tendance à pas forcément croire les gens qui parlent, mais par contre des informations factuelles montrées par une caméra, ça c'est vrai que tout de suite en termes de crédibilité, normalement, pour le spectateur, on est supposé être un peu moins sceptique, quoi. Et donc il se permet beaucoup d'inserts sur des informations justement, et c'est potentiellement pour ça. Mais voilà, en termes de mise en scène, à part cette idée de scénario dont j'ai déjà parlé avant, en fait, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, c'est vraiment très sobre, voire un peu plan-plan. Mais si je trouve qu'il a pris un coup de vieux, en fait, c'est en partie parce que, mine de rien, il est très ancré dans son époque, et des films comme ça, on n'en fait plus trop. C'est vrai qu'il y a un aspect tellement mécanique, et un aspect tellement dénué, en fait, d'émotion, quoi. C'est juste un espèce de vrai sudoku, hein. C'est totalement ça, où tu t'amuses juste à essayer de remettre les pièces ensemble. Et c'est apparu à une époque où le sudoku était apparu, en fait. C'est un peu cette espèce de début années 2000, où on avait cette envie de faire des films un peu alambiqués, qui nous donnent envie d'essayer de comprendre les tenants et les aboutissants. Enfin, c'est un peu l'école d'un film comme Usual Suspect, les deux que j'ai mentionnés précédemment, donc Fight Club et The Machinist, voilà, donc ça je l'ai déjà dit. Mais on est dans cette espèce d'atmosphère, d'ambiance, de délire qui a été très 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 pertinent à l'époque, je m'en souviens vraiment. C'est un film qui m'avait vraiment marqué, mais totalement, et qui a vraiment été très important pour ma cinéphilie, parce que c'est un film qui m'a intéressé à la narration, en fait, totalement. Je me souviens l'avoir regardé 2 fois d'affilée, hein, tellement le film m'avait vraiment fasciné. Mais plus le temps passe, et plus, en fait, je trouve qu'il a moins d'impact au-delà de son concept. Et des films qui perdent de l'impact avec le temps, je pense que ça reste des films qui, pour le coup, ont un peu vieilli. Mais par contre, ce qui est cool, c'est qu'il y a 2 acteurs de Matrix, et ça, franchement, ça fait toujours plaisir. Mais encore une fois, ça marque le film dans son époque. Je sais pas si j'ai autre chose à dire sur ce film. Putain, vite, faut que je conclue. Putain, je vais oublier. Vite, conclusion, vite conclu. Putain, vite. Ah, putain, je suis bon de la bouche. Ça fait du bien. J'ai pas une vidéo à faire, moi. On peut avoir l'impression que tout a déjà été dit sur un film comme Memento. Vous êtes qui, d'ailleurs, en fait ? Moi, un élément qui m'a toujours plu dans Memento, c'est de me dire qu'en fait, c'est un film de tueur en série. Ça peut paraître super bizarre dit comme ça, mais en fait, c'est factuellement vrai. C'est un film sur un mec qui a tué plusieurs personnes, et on va le suivre tout le film, préparer ou commettre des meurtres. Et en fait, dans le cinéma américain, il n'y a pas tant de films que ça qui, fondamentalement, s'attellent à dépeindre la vie d'un anti-héros total, comme le personnage de Memento. Alors oui, à la base, il a des raisons nobles, mais c'est ça qui est intéressant, c'est quand tu connais l'histoire, tu sais qu'elles sont pas nobles du tout, ces raisons. C'est vraiment juste une espèce de conditionnement pour réussir à donner un sens à sa vie. Et même à la fin, il va jusqu'à être conscient de faire exprès, de changer le nom du mec, de changer la plaque d'immatriculation, pour se créer une nouvelle cible, pour réussir en fait à continuer à vivre dans cette illusion
de contrôle, quoi. Et on en revient encore une fois dans ce que je disais sur ma vidéo sur Following. C'est un film qui parle évidemment du contrôle, hein, Memento. Comment tu arrives à garder contrôle dans une vie où le temps s'en va et tu n'as plus de contrôle parce que tu n'as plus la notion du temps. Et donc on revient à cette notion où le chaos ultime, c'est encore une fois le temps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Et donc le fait de ne plus avoir de notion du temps, c'est être dans le chaos total. Et le personnage, pour réussir à maîtriser ce chaos, il va se donner cet objectif de devoir venger sa femme et donc il va se créer cette enquête. Voilà, mais ça reste un tueur en série, c'est ça qui est drôle. Parce que dans le film, on comprend qu'en plus, il a tué plusieurs personnes, dans le film, il en tue 2, et c'est un aspect du film qui, finalement, je trouve, fait que le personnage est très antipathique quand tu revois le film plusieurs fois. C'est quand même très difficile de rentrer en empathie avec ce gars, parce que tu sais que, bon, il est perdu, certes, mais fondamentalement, c'est une réelle ordure, quoi. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment sauté aux yeux à mon dernier visionnage, c'est que je n'ai aucune empathie pour ce personnage. Alors moi, vous le savez peut-être pas, mais je m'en fiche vraiment de cette histoire d'empathie. Je ne considère pas qu'un film doit forcément te provoquer de l'empathie pour le personnage principal, pas du tout. Mais c'est vrai que malheureusement, cette structure-là et le fait de ne pas avoir d'empathie pour ce personnage fait que le film ne déploie aucune émotion, quoi. On est sur un tueur, on va suivre un tueur, on va être intéressé par le pourquoi, on est intéressé par le comment il arrive, mais on n'est pas du tout impliqué émotionnellement, en tout cas moi je ne suis pas du tout impliqué émotionnellement dans l'histoire de ce gars et dans sa vengeance et dans cet aspect je vais venger ma femme qui est morte. Et d'ailleurs c'est là où apparaît vraiment le premier motif qui va revenir souvent dans les films de Christopher Nolan, qui est celui de la femme morte. C'est quelque chose qui reviendra dans Inception, c'est quelque chose qui est un peu présent dans Batman, mine de rien, qui est totalement présent dans Le Prestige. C'est vraiment un de ces gimmicks d'écriture. Les personnages ont une femme qui est morte et ça va être un peu leur espèce de trauma initial qui va provoquer des conflits internes vis-à-vis d'eux-mêmes, et c'est ce qui va en fait... toutes les histoires de Nolan, ce sont des personnages qui doivent réussir à faire leur deuil de leur femme qui est morte. Tous, jusqu'à Inception. Et Memento, c'est vraiment le premier de cette lignée-là. Mais pour le coup, autant dans Le Prestige et dans Inception, j'avoue que j'arrive à être un tout petit peu plus impacté émotionnellement par l'histoire de ce personnage. Là, dans Memento, franchement, maintenant que je l'ai revu plusieurs fois, j'arrive pas du tout à être investi émotionnellement dans cette vendetta. Donc c'est quand même une vraie imitation du film, mais par contre j'aime bien le fait que ce soit un vrai film sur un enculé, quoi. Et que ça l'assume. Je crois qu'enculé c'est un mot que j'ai pas le droit de dire, il y a une histoire comme ça sur Twitter en ce moment. C'est un vrai film sur un salopard. Salopard c'est encore autorisé, hein. Oh putain, je pue de la gueule. Ah, pourquoi je pue de la gueule comme ça là? Allô? Allô? Oh. Forcément, Memento, ce qui est vraiment mémorable, ça reste sa structure. Sa structure, elle a strictement rien de gratuit, évidemment, c'est pas du tout un côté gadget pour faire le malin, c'est quelque chose qui est un outil de mise en scène pur et dur pour réussir à nous faire vivre de manière subjective la condition du personnage. Pour rappeler rapidement comment ça se passe, mais je pense que tout le monde le sait, il y a 2 timelines dans Memento. Il y en a une qui avance vers l'arrière, qui est la timeline en couleur, qui donc commence par la fin et qui remonte le temps. Et il y a une timeline en noir et blanc, qui elle avance de manière linéaire. Et les 2 timelines finissent par se rencontrer à la fin du film, ce qui est en fait à la moitié de l'histoire. Alors me sortez pas les arguments débiles du style « Oui, Memento, si tu le remets dans l'ordre, c'est un film chiant, ça raconte rien d'intéressant ni rien ». Oui, mais c'est pas l'idée en fait. Tu changes pas le montage d'un film pour dire que si tu changes le montage, il est nul. Ça marche pas comme argument. Je déteste cet argument. Le montage dans Memento, il est très important parce que justement, il nous fait prendre conscience de l'état d'esprit du personnage. Vraiment, on est comme Guy Pearce, on remonte le temps dans ce qui est la timeline en couleur et on ne sait pas d'où l'on vient, on ne sait pas pourquoi on est dans cette situation et il y a toute une espèce d'enchaînement de cliffhanger qui est assez bien faite. Enfin, je veux dire, surtout sur la première partie du film où il y a un côté très galvanisant, très ludique, où on a envie d'essayer de comprendre où on est perpétuellement, et c'est exactement ce que vit le personnage. Ça offre au film un côté extrêmement stimulant. On est perpétuellement stimulé pour essayer de recoller les morceaux. Et cette structure, en fait, ce qu'elle permet, c'est d'avoir un vrai questionnement sur le principe de réalité. Qu'est-ce qu'est la réalité? Et en fait, est-ce que la réalité n'est pas quelque chose que nous nous créons? Parce que Guy Pearce, en fait, il se crée perpétuellement une vérité. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'il a des indices qu'il se crée lui-même, qui pour lui, à un moment T, et pour le spectateur, parce qu'on découvre le film un peu comme lui, sont des indices qui véhiculent une forme de vérité. Une information sur un personnage, voilà, il a ces espèces de polaroids qui disent des choses qui, à ce moment-là, ne sont rien d'autre que des informations qui ont l'air d'être factuelles, donc vraies. Et elles sont vraies parce qu'on ne connaît pas le contexte
dans lequel elles ont été fournies. Et quand on commence à découvrir le contexte, on se rend compte qu'en fait, elles sont pas toujours vraies du tout. C'est même perpétuellement de la manipulation. Et en fait, c'est toute une espèce de réflexion sur cette réalité et cette vérité qu'on considère par moments comme acquis, comme quelque chose d'objectif, qui est en fait quelque chose de totalement subjectif, qui est juste dépendant de la manière et du contexte dans lequel on a eu l'information. Mais vu qu'on n'a plus le contexte, eh ben, on prend ça comme une vérité. Et ça, c'est quelque chose d'assez fascinant, et finalement, ça rejoint évidemment le cinéma. Et c'est quelque chose que Nolan va vraiment commencer à faire, et qui va vraiment être présent dans beaucoup d'autres de ses films, c'est de faire des parallèles entre ce qu'il raconte et le fait de raconter des histoires ou même carrément de faire des films. Et mine de rien, Guy Pearce, de manière inconsciente, eh ben, il scénarise sa vie avec ses tatouages, il se donne des espèces d'actes, d'objectifs à atteindre, et comme un scénariste qui va écrire un personnage, il y a vraiment un rapport qui est ultra fort là-dessus, où Nolan, en fait, parle du processus de fiction par le biais de ce mec qui n'a plus d'histoire, qui n'a plus d'emprise sur son temps, et qui va décider d'écrire en fait sa propre histoire pour réussir à continuer à vivre. Après, il faut que je l'avoue, cette structure, elle fonctionne très bien à la découverte du film, parce qu'en effet, elle te stimule et t'es pris en haleine et t'as vraiment envie de dérouler le fil, et donc t'es vraiment comme le personnage. Mais après avoir revu le film plusieurs fois, j'avoue que cette structure perd un peu en intérêt. De un, parce que en effet, ils l'ont dit dans le Capture Mag, elle est très mécanique. C'est vrai qu'il y a vraiment un systématisme qui se reproduit à chaque fois, et passé un certain moment, t'en as un peu marre, et c'est un peu redondant. C'est dommage. Et en plus, il faut avouer, encore une fois, ils l'ont dit aussi, je fais que répéter ce que j'ai entendu dans un podcast, mais c'est vrai, l'histoire en soi, elle n'est pas passionnante, quoi. C'est vrai que cette histoire de drug dealer qui, en fait, avec un flic, qui fait... Cette enquête en soi, elle n'a pas grand intérêt. Donc c'est vrai qu'une fois que tu connais la structure, que tu sais les tenants et les aboutissants et que tu revois le film, ça perd vraiment de son intérêt. C'est vraiment un film qui est intéressant à découvrir, c'est un film qui est intéressant à redécouvrir, parce que c'est vrai que d'avoir la connaissance de ce côté cyclique et d'être tout de suite au fait de cette structure, ça t'aide encore une fois à découvrir le film d'une manière plus intéressante aussi. Mais plus je revois le film, ça fait plusieurs fois que je le revois, et moins le film m'intéresse à chaque revisionnage. Voilà. Mais c'est parce que, au-delà de cette structure et au-delà de cette capacité à nous mettre de manière subjective dans la tête du personnage, je veux dire, ce qui se passe factuellement dans le film, les événements du film, sont pas passionnants. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au deuxième film de Christopher Nolan, Memento. Memento, c'est je pense le film qui a fait connaître Christopher Nolan auprès du grand public. C'est vraiment le film qu'il a révélé en tant qu'auteur. Il y a eu vraiment un coup de projecteur sur lui. Moi, pour le coup, c'est le film avec lequel je l'ai découvert. Je me souviens très bien, je suis allé acheter un DVD à la Fnac, la jaquette m'avait intrigué. Et j'avoue que j'ai pris quand même une vraie belle claque en le découvrant. À peu près vers 2002-2003, donc quand j'étais ado. C'est un film qui, pour le coup, était vraiment dans l'air du temps. On est sur des films qui ont un peu cet aspect puzzle. Évidemment, Fight Club est le plus connu d'entre eux, mais il y avait aussi, par exemple, The Machinist. Voilà, toutes ces espèces de films, même un film comme Cube, qui était un peu dans cette espèce de logique d'avoir des films un peu sudoku, des films où voilà, tu dois être très en espèce d'ébullition cérébrale pour réussir à reconstituer un peu les morceaux et faire en sorte de réussir à capter l'histoire, en fait, juste de réussir à suivre la trame. Et donc, pour le coup, Memento avait vraiment cet aspect-là, un film qui demandait une forme d'exigence cérébrale pour réussir à être suivi. Rapidement, pour la petite histoire, c'est donc un film qui, à la base, est une nouvelle de Jonathan Nolan, le frère de Christopher Nolan. Alors, Christopher Nolan, en fait, l'a pas adapté, il a juste adapté, en fait, l'idée et la manière dont son frère lui avait raconté la nouvelle. Donc, il a fait le film et son frère a écrit la nouvelle, un peu en parallèle. Donc, c'est une adaptation parce que son frère lui avait raconté toute l'histoire, mais à la fois, c'est pas genre un roman, enfin une nouvelle qui est sortie et Nolan qui l'a lu et qui d'un coup se met à l'adapter. L'histoire, c'est celle de Léonard. Donc, Léonard, le problème, c'est qu'il a une condition particulière. Il a des problèmes de mémoire, il n'arrive pas à créer de nouveaux souvenirs, donc il ne se souvient de rien de ce qu'il vient de faire récemment. Il sait qui il est, il a des souvenirs jusqu'au moment où il a eu un accident, et depuis cet accident, il n'arrive à rien, il ne peut pas se souvenir, donc il vit par bribes de 15 minutes à peu près. Et malgré cette condition, il va tout faire pour essayer de retrouver la personne qui a assassiné et violé sa femme. Voilà, il veut une espèce de vengeance, donc il est sur une enquête qu'il arrive à suivre grâce au fait qu'il se fait tatouer des indices. Et donc, au fur et à mesure qu'il enquête, il arrive à reconstituer un peu l'enquête avec ses indices, mais évidemment, c'est pas si simple que ça. Ah là là, j'ai super faim.